Merci beaucoup. Je vous remercie de me donner la parole pour ça. Comment ça s'est passé pour qu'on en arrive à l'indépendance? Ça a été le combat de tout un peuple. Le combat, même je dirais, de tous les États colonisés, en réalité, qui refusaient la domination coloniale depuis le début, mais le refus s'est accentué après la Deuxième Guerre mondiale, où les Africains, notamment, colonisés, ont payé un lourd tribut à la guerre et ont remarqué que, en réalité, le mythe du colon surpuissant n'était pas réel en fait. Donc la lutte s'est approfondie et ça a abouti. Les Français, en ce qui nous concerne, étaient réticents à partir, à laisser les colonies, mais le combat sur tous les plans, que ce soit sur le plan idéologique, le plan théorique et le plan pratique, s'est accéléré et tous ces combats ont abouti aux deux guerres, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie pour l'indépendance. Vous comprenez? Et ça, ces guerres, avec le gain que ces peuples-là ont eu, ont permis d'accélérer le processus. Les Français, notamment les colons, et notamment la France, en ce qui nous concerne, ont décidé de changer leur fusil d'épaule, de lâcher du lest, parce que ça devenait intenable. S'ils persistaient, ça pouvait être plus grave, plus profond. Donc ils ont décidé de lâcher du lest et de laisser à la tête de nos pays un certain nombre de personnes qui pouvaient continuer à garantir leurs intérêts et qui permettraient quand même une relative liberté. Ça a abouti aux indépendances de 1960. Les indépendances nous ont offert un cadre où on pouvait réclamer de construire une nation. Où on pouvait... Sinon, on n'était pas une nation, on était rattaché à la France, et tout au plus, on était dans l'Afrique occidentale française. Mais avec les États qui ont été délimités, on avait une nation. C'est vrai qu'on aurait préféré, et beaucoup ont mené le combat, pour qu'il y ait de grands ensembles, plus viables sur le plan économique. Mais ça n'a pas été le cas. Et même, on peut dire qu'en l'occurrence, la France a lutté énormément contre les grands ensembles. Notamment, il devait se constituer la Fédération du Mali, qui comprenait beaucoup d'États, dont le Dahomey de l'époque. Beaucoup ne savent pas. Elle faisait partie de ce qu'on peut appeler la Fédération du Mali. Mais ça a éclaté et tous les pays sont partis. Il n'est resté finalement que le Soudan français qui a conservé la dénomination de Mali. C'est vrai que c'est les intrigues au niveau des dirigeants africains qui ont abouti à ça, mais c'est les intrigues soutenues en sous-main par la France qui a abouti à cela. Donc on a abouti aux indépendances dans ce contexte-là. Ceux qui étaient placés à la tête de notre pays avaient été formés dans les écoles coloniales et étaient formés dans le sens de magnifier la France, mais pas dans le sens de produire et de développer en réalité. Magnifier la France et faire en sorte de considérer que nos compatriotes qui n'étaient pas instruits dans la langue française étaient des sous-hommes. Ils avaient été éduqués dans ce sens. Pour arriver à abandonner ça progressivement, il fallait du temps et il fallait du travail. C'est comme ça que les dirigeants, et jusqu'à maintenant en fait, sont beaucoup plus rattachés
à la mère, ce qu'on avait appelé à l'époque la mère patrie. C'est d'autres types de combats qui se sont poursuivis et qui ont amené progressivement à ce que les consciences s'élèvent. Ça a amené quand même un développement relatif. On peut dire que de 1960 jusqu'à 2016, il y a eu un progrès constant. Le progrès aurait pu être plus rapide, c'est vrai, mais on n'obtient que ce que l'on a, on se contente de ce que l'on a. On en fait quand même un progrès relatif, avec peu ou prou, progressivement, la satisfaction des besoins matériels. Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de satisfaire les besoins matériels des populations. Et il s'agit de créer les conditions pour que chacun produise et puisse bénéficier du fruit de sa production. Donc, que la richesse soit créée et soit partagée équitablement. Et la France, en réalité, n'a jamais voulu donner de l'indépendance. Comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'elle a été contrainte. Et elle s'est dit, tactiquement, stratégiquement, c'est mieux de lâcher de l'Est plutôt que de tenir et d'aller se faire détruire la situation, que la situation leur échappe complètement. Bon, mais dès que des colonisés réclamaient l'indépendance en dehors de la France était intraitable. On peut donner beaucoup d'exemples à ce niveau. Dans notre pays, tous ceux qui ont combattu la colonisation de façon conséquente ont été brutalement massacrés, ont été complètement, si vous prenez des différentes révoltes qu'il y a eu sous la colonisation, ça s'est terminé dans des bains de sang. Si vous prenez un peu plus loin des gens qui ont professé qu'on ne pouvait pas se développer si on ne quittait pas complètement la tutelle de la France, comme Lobomba, Patrice Lobomba, ont été tués. Si vous prenez l'UPC au Cameroun, de Unyobé, ça a été, qui professait effectivement, vous savez que à partir d'une certaine période, il y a eu le bloc socialiste qui, au moins dans les faits, dans les idées, montrait que non seulement l'individu devait être libre dans la nature, mais que les peuples devaient être libres. Et beaucoup de colonisés de l'époque ont épousé ces idées-là et ont commencé à les traduire dans leur théorie et dans leur pratique. Ceux-là ont été systématiquement massacrés. Si les cadres du parti UPC du Cameroun, je vais vous le dire, ils ont non seulement été massacrés, mais leur tête coupée et mis sur un piquet, promenés pour décourager tous ceux qui iraient dans ce sens. Bon, des personnalités ont lutté pour, par exemple, le panafricanisme, en même temps qu'ils luttaient pour l'indépendance. Bon, ils ont été complètement coincés. Ils ont, si vous prenez la Guinée de Sékou Touré, on l'a diabolisé d'abord, et puis on a fait rentrer tous les cadres français, on les a laissés à leur propre sort, et en même temps on s'est organisé pour étouffer la Guinée. Et ça a fait que finalement, au bout du compte, la Guinée a été obligée de se rendre. Bon, on sait que Sékou Touré sera renversé. Si vous prenez Kwame Nkrumah, c'était à peu près la même chose. Donc, tous ceux qui voulaient les indépendances en dehors de la tutelle de la France étaient massacrés, n'étaient pas admis, étaient réprimés, mais sauvagement et sévèrement. Et c'est ça qui a fait que nos dirigeants aussi étaient craintifs. Je me rappelle moi je n'étais pas né, j'étais né, mais je n'étais pas conscient. Le référendum de 1958, où dans toute l'Afrique occidentale, il n'y a que la Guinée seule
qui ait réclamé l'indépendance immédiatement. Tous les autres, ceux qui réclamaient l'indépendance dans les autres pays étaient minoritaires. Donc nos dirigeants de l'époque ont combattu pour rester sous la communauté française. Je me rappelle d'une phrase qui était devenue célèbre à l'époque. Nous ne savons même pas fabriquer une bûchette d'allumettes. Pourquoi voulez-vous que nous soyons indépendants? C'est une phrase prononcée par un responsable dahoméen de l'époque. Vous comprenez? Donc tout ça, ça prouve que la France ne voulait pas réellement de l'indépendance, a dû lâcher du lest, mais a trié et a voulu placer à la tête des États des gens qui ne pourraient pas leur tenir tête et qu'ils tenaient avec beaucoup de mécanismes tels que les accords de coopération qui étaient signés à l'époque, qu'ils étaient obligés de signer parce que le sort fait à ceux qui ont refusé de rester sous la tutelle était là comme contre-exemple. Il fallait donc sauver la situation et sauver sa tête. C'est comme ça que moi je comprends les choses. Et ces accords-là ont été signés. Et ça me permettait à la France de tenir ses États comme il l'entendait en faisant en sorte que ce soit le prolongement en réalité de l'État français qui continuait. Il faut dire que dans tous les États africains, et particulièrement au Dahomey, puisque c'est de ça qui nous intéresse, il y a des fractions rivales qui se disputaient le pouvoir. Voilà. Et la France soutenait la fraction qui lui semblait la plus propice. Et c'est comme ça dans tous les États. Elle peut vous soutenir aujourd'hui, et quand les luttes populaires commencent à vous affaiblir et commencent à faire en sorte que vous ne soyez plus assez opérant pour ses intérêts, même si elle vous a soutenu jusqu'à un certain point, elle vous lâchait tout simplement et prenait d'autres chevaux qui pouvaient lui garantir mieux ses intérêts. Donc l'esprit qui a conduit à cette forme d'indépendance prévalait dans la gestion des États. C'est-à-dire que la France, comme a dit l'autre, n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Donc on vous soutient tant que vous garantissez les intérêts, mais quand vous ne garantissez plus, ça peut être parce que tout simplement vous avez envie de garantir, mais vous ne pouvez plus, parce que les peuples ont commencé à s'éveiller, les groupes organisés ont commencé à donner des coups, et vous n'êtes plus capable de vraiment garantir ces intérêts. On vous lâchait sans état d'âme, et on prenait d'autres fractions pour vous remplacer. Et ça se faisait par divers moyens, notamment les coups d'État, en ce qui concerne le Dahomey. Notamment les coups d'État, il y a eu plusieurs coups d'État pour continuer donc, de gérer dans le sens souhaité par la France, jusqu'au dernier, celui de 1972, où tout l'ensemble a voulu faire une autre expérience en proclamant le marxisme-léninisme en 1975 et en gérant avec les normes du socialisme. Bon, naturellement, on voit bien que ça ne plaira pas à la France, puisque à l'époque, c'était la guerre froide. J'avais dit qu'il y avait deux blocs, le bloc capitaliste et le bloc socialiste. Donc, sur un point de son précaré, la France ne pouvait pas permettre que cela puisse se produire de cette manière. D'où l'invasion des mercenaires avec comme sous-main des compatriotes qui étaient prêts à l'époque à remplacer si le coup réussissait. Bon, il faut dire que la situation a été aidée aussi par le fait que le pouvoir d'alors était autocratique, avec beaucoup de structures de mouchardage, avec la répression et avec un socialisme mal assimilé qui en réalité ne pouvait pas donner les résultats escomptés. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'engagement, il y a eu quelques acquis. Il y a eu quelques acquis du point de vue des infrastructures, du point de vue de l'éducation idéologique, de l'éducation civique.
l'éducation civique surtout. Il y a eu quelques acquis, mais ça ne pouvait pas suffire à maintenir parce qu'en sous-main, le pillage était de règle. Et ça a fait qu'avec les combats menés par les diverses organisations, dont le PCD à l'époque, qui était l'organisation la plus combative et qui organisait tout le combat contre le pouvoir du PRPB, la situation ne pouvait pas continuer et le pouvoir du PRPB a cédé sa place au régime démocratique que nous vivons, que nous devrions continuer de vivre depuis 1990. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des fractions qui se disputaient le pouvoir. Concrètement, au Dahomey de l'époque, il y a une fraction autour de Hubert Maga, une autour d'Ahomalegbe, une autour de Sourouminga Apiti. Hubert Maga, c'est à son fief surtout dans la partie septentrionale. Ahomalegbe à son fief dans le Zou et ce qui est Cotonou, le littoral, et le Sourouminga Apiti avait son fief plutôt dans l'Ouémé et le plateau. Bon. Donc c'est à peu près, c'était la situation. Et à l'époque, le combat entre ces trois groupes, ces trois pôles était très acharné et ça conduisait régulièrement au coup d'État. Bon. Donc, les cadres de l'armée qui revenaient constamment prendre le pouvoir se sont dit peut-être qu'il vaut mieux mettre les trois au pouvoir et comme ça pourrait calmer la situation. Mais c'est mal connaître les intrigues et la situation objective de l'époque. Ces personnalités ne se combattaient pas seulement parce qu'elles n'étaient pas forcément au pouvoir, mais elles se combattaient. Il y avait des situations de conflits réels qui provenaient de l'histoire entre eux. Et ça fait que en les mettant ensemble, ce n'est pas forcément qu'ils vont s'entendre pour gérer. Ça faisait un groupe au sein duquel il y avait des tiraillements. Et c'était plus pénible que de laisser l'un d'eux au pouvoir et de laisser les autres dans l'opposition. C'était vraiment plus pénible. À tel point que celui qui a fait son mandat de 2 ans, c'était Hubert Maga, de 70 à 72. Mais quand le président Ahomalegbe a pris les rênes, la situation était devenue intenable. Il ne pouvait même pas faire un remaniement ministériel. Les ministres nommés par l'autre s'étaient constitués en syndicat et ne voulaient pas abandonner le pouvoir. Et les contradictions sont devenues très aiguës. Et c'est à ces contradictions qu'est venu mettre fin le coup d'État du 26 octobre 1972. Comme j'ai dit, le régime du PRPB était un régime autocratique, basé sur quelques principes mal assimilés du marxisme-léninisme, notamment la question du parti unique, et les structures, l'État, le parti-État, et les structures de mouchardage rattachées au parti. Vous aviez les COF, les COJ et autres, comités d'organisation de jeunes, comités révolutionnaires de SI, les CDR, etc. Bon. Qui étaient des structures de mouchardage parce que responsabilisées pour défendre le pouvoir du PRPB. Bon. Mais parallèlement, la production ne suivait pas réellement et la gestion qui devrait être... si par exemple elle avait été des principes du marxisme aurait été plus rigoureuse, ne l'était pas en réalité. C'est comme ça que en sous-main, sous les phraséologies révolutionnaires, il y avait un pillage systématique des ressources et il y avait une répression. Il y avait des camps de concentration. C'est le camp Séropéra, de Parakou, Segmana, et puis d'autres choses. Toutes les organisations démocratiques étaient dissoutes, étaient détruites, et il y avait les problèmes de liberté
se posait de façon aiguë, à tel point que le parti qui a dirigé le combat, le PCD, était un parti clandestin à l'époque, ne pouvait qu'être un parti clandestin. Ça fait que ça subissait tous les affres de la répression. Bon. Mais ce combat, les peuples souffraient dans leur chair de l'autocratie, des privations de liberté, mais surtout du manque de gestion transparente au point où ça créait la misère au sein des populations. Et tout ça là fait que le combat mené a pris de l'ampleur. C'est surtout ça qui a fait prendre de l'ampleur au combat. Sinon, bon, la France a tenté le putsch de l'invasion des mercenaires en 1977, je crois, mais ça n'a pas marché. Et après ça, le pouvoir s'est verrouillé. Et donc, il n'avait plus accès. Mais l'inconvénient aussi de ça là, c'est que ce n'était pas une forme de prise d'État, de prise de pouvoir qui concernait les peuples en tant que tel, le peuple en tant que tel. Ça fait qu'en réalité, il y a eu une mobilisation populaire autour du pouvoir, contre cette façon de voir. C'était la meilleure manière de régler le problème du pouvoir à l'époque, c'était de mobiliser les populations elles-mêmes. Et ça s'est fait dans tous les compartiments, que ce soit les travailleurs, les élèves, les marchands et autres. Ça a pris plusieurs phases et ça a pris du temps pour parvenir à cela. Et la mauvaise gestion aussi a fait que, en définitive, l'État a été en cessation de paiement. Les salaires ne pouvaient plus être payés, rien ne pouvait plus bouger et ça ne pouvait pas continuer. Et c'est ça plutôt qui a amené la conférence nationale. Vous savez, la période du PRPB, compte tenu du fait que le pouvoir était concentré, tel que ça a conduit à une certaine stabilité. Ça a conduit à une certaine stabilité. Une stabilité d'environ 17 ans. De 72 à 89. Ça fait à peu près 17 ans. Bon. Et maintenant, le renouveau démocratique qui a été instauré par la conférence nationale a eu le mérite de répondre aux aspirations populaires. Et il y a eu un véritable engouement. Moi, j'étais déjà adulte quand ça se tenait. J'ai senti une certaine vibration. Vous savez, tout le monde avait le poste transistor collé aux oreilles et on voulait suivre point par point les résultats de la conférence nationale. Donc ça a correspondu à une certaine aspiration populaire. Ça fait que, quand bien même il y a toujours des fractions rivales qui sont en place, il y a eu une certaine stabilité pendant environ 29 ans. 30 ans, bientôt 30 ans maintenant, que la conférence nationale a été construite. Bon, et surtout les pouvoirs qui se sont succédés, qui sont issus de la conférence nationale, ont peu ou prou essayé de respecter l'esprit de la conférence nationale. L'esprit de la conférence nationale, c'est l'esprit du consensus. Dans un pays comme le Dahomey ou le Bénin, le consensus, lorsqu'il est réellement accepté par tous, ce consensus ne peut que produire la stabilité. Et c'est l'esprit du consensus qui a prévalu à la conférence nationale. Donc les gens ont respecté peu ou prou l'esprit de la conférence nationale, le consensus, le respect des libertés. Bon, c'est vrai qu'un pouvoir qui arrive se défend contre les attaques, contre d'autres choses, mais peu ou prou, ils ont respecté les libertés. Et ça s'est traduit par les passations de charges pacifiques, quand bien même les chefs d'État qui étaient remplacés n'étaient peut-être pas toujours d'accord avec leurs remplaçants. Bon, mais il y a eu des passations de charges pacifiques. Il y a eu quand même une situation. Bon, c'est vrai que
on n'est pas développé, on n'a pas atteint le niveau de développement que tout le monde aurait souhaité, mais on a quand même progressé. On a progressé lentement, mais à notre rythme, d'accord, mais on a quand même progressé. Si vous regardez l'État du Bénin, aujourd'hui, ce n'est pas le même État que 1990. Si vous considérez, par exemple, les infrastructures comme l'animation, la vie, la façon dont la vie politique est menée, ça rend vivant la situation au niveau de notre pays, et peu ou prou, on a quand même fait un petit chemin. On a fait un petit chemin et il s'agissait de garder le cap et d'approfondir tout simplement pour permettre d'accélérer le processus de développement. Il s'agissait que de ça. Et au temps du PRPB, quand les dirigeants professaient le marxisme, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un parti unique, parce que les États socialistes, c'est pratiquement ça. Tout ce qui est, donc tout le monde s'attendait à ça. Et les esprits étaient préparés à rester dans ce cadre. Et ça fait que, c'est vrai, on a souffert, mais on a compris quand même que c'était ce qui était, c'est comme si c'était ce qui était décidé ensemble. Vous comprenez? Et ça là, ça a permis de nourrir le combat, certes, mais d'atténuer un peu les douleurs et les souffrances de l'époque. Bon, et on se disait, on avait un cap. Le cap, c'était de quitter ce système. Parce que si on quittait ce système, ce prétendu système, parce que je vous ai dit que c'est des notions mal assimilées, mais ce prétendu système, si on le quittait, ça serait mieux. Et c'est ça qui a donné de l'engouement pour mener le combat et arriver à la conférence nationale. Mais là maintenant, on nous dit qu'on est en démocratie. On nous dit qu'on est les libertés sont respectées. Mais on trouve toujours un prétexte pour mettre les libertés dans les fers. Quand quelqu'un est poursuivi, à l'époque du PRPB, on dit que c'est un contre-révolutionnaire. Bon, je sais que les gens du PCB étaient traités d'anarcho-gauchistes, avec mépris. C'est un contre-révolutionnaire. Ils ne veulent pas de la révolution qui est en train de se faire. Non. Aujourd'hui, on dit que c'est un droit commun. On dit qu'il a volé. On dit qu'il a enfreint la loi. Donc, on a taillé les lois sur mesure. On a taillé les lois sur mesure avec une assemblée aux ordres. On a mis aux ordres toutes les institutions. Le mérite des gouvernements qui ont précédé avril 2016, c'est qu'ils ont joué le jeu démocratique. Ils auraient pu aussi mettre les institutions, puisque le pouvoir, quand tu as le pouvoir, tu perds beaucoup de choses. C'est constant. Tu perds beaucoup de choses. Mais ils ont joué le jeu pour laisser le jeu démocratique se faire. Mais ici, on ne joue pas le jeu. On a mis toutes les institutions dans les fers. Toutes les institutions, et on ne prend aucun risque. Par exemple, l'Assemblée nationale, on avait 60 députés, mais on a œuvré pour avoir 83. Il n'y a pas de risque. Parce que la vingtaine qui restait, 23 ou 22 ou 23 qui restaient, empêchait de tourner en rond. Donc il fallait avoir 83. On ne prend aucun risque. On ne prend aucun risque avec la Cour constitutionnelle. On installe son avocat personnel, quelqu'un qui vous obéit au doigt et à l'œil. On ne prend aucun risque. On ne prend pas le risque d'installer quelqu'un comme Olo, quelqu'un comme Robert Dossou, qui pouvait avoir qui ont une notoriété à défendre, qui ont une conception d'eux-mêmes et de leur parcours et de leur avenir, et qui ne peuvent pas se permettre n'importe quoi, parce qu'ils ont évolué d'une certaine manière. Et on se permet d'installer ces gens-là à la Cour constitutionnelle. Donc c'est un risque. On ne prend pas ce risque. On ne joue pas le jeu démocratique. C'est ça qui fait que la situation est plus difficile. Et c'est ça qui fait que, en réalité, le combat doit être plus acharné. Le combat doit être plus acharné. Regardez comment on a procédé pour exclure
l'opposition des élections du 28 avril. Regardez ce qu'on demande aux partis d'opposition pour pouvoir les reconnaître. On en dit, vous allez vous recréer. Ça là, alors que tout a été satisfait avant le 17 mars. Tout, complètement tout. On leur dit, tel et tel qui ont des problèmes avec la justice, vous ne les mettrez pas dans votre bureau. Mais c'est vous qui créez les problèmes aux gens. Et qu'est-ce que ça s'appelle? Qu'est-ce que ça signifie avoir des problèmes avec la justice? Qu'est-ce que ça signifie si vous n'êtes pas condamné? Mais je peux créer des problèmes à n'importe qui avec la justice. Je peux dire, bon, je passe, je te rencontre, je dis, bon, tu m'as lorgné, viens, on ira devant le procureur. Le procureur n'a rien. Tu as des problèmes avec la justice. Puis ça, tu vas devant le procureur. Le procureur peut dire, mais qu'est-ce que cette affaire-là? Foutez-moi le camp. Le procureur peut dire ça. Mais avant que le procureur ne dise ça, tu as eu des problèmes avec la justice. Alors, à partir de ce moment, on est dans un état totalement arbitraire. Autant du PRPB, c'est un état auquel on s'attendait. Quand moi je fais le PCB, je sais que je suis un contre-révolutionnaire. Je sais que, entre guillemets, je sais que, je n'obéis pas aux principes qu'ils ont établis. Ils ont mis sur pied. Je ne suis pas d'accord avec ces principes. Je trouve ces principes illégitimes. Mais ici, on dit qu'on est démocrate. Donc, je suis LCBE et je me dis on est en démocratie. Je peux animer la vie politique. Mais on fait voter une loi, on dit si on vous trouve 3, quelque part, c'est attroupement non armé. C'est inconcevable. Le peuple béninois est arrivé à un point où c'est un point historique. Il y a eu des phases dans l'histoire du peuple béninois. La colonisation, des gens se sont investis, se sont impliqués. Ils n'ont pas gagné, mais ils ont versé leur sang pour refuser. Pendant la période coloniale, des gens ont versé leur sang pour dire non, on ne peut pas nous exploiter comme ça. On ne peut pas faire ceci. Ils ont versé leur sang. Ça a abouti progressivement aux indépendances. Ça a été une phase. Bon, même si la France est une indépendance qu'on a appelée nominale, mais au moins ça a créé quelque chose. Ça a créé un cadre national. Ça a créé un cadre national dans lequel le combat pouvait continuer et dans lequel on pouvait aboutir à quelque chose. Bon. Il y a eu la lutte contre le PRPB. Ça a été une phase qui a abouti à la conférence nationale. Nous sommes maintenant dans une phase de notre histoire. Et c'est au peuple béninois, à sa jeunesse, notamment à ses cadres, de prendre leurs responsabilités et de dire le Bénin ne peut pas se développer comme ça. Moi, je ne dis pas que c'est parce que certains ne sont pas au pouvoir. Non, c'est pas ça. Mais la voie offerte pour le développement du Bénin ne peut pas nous permettre de nous développer. Parce que toutes les structures économiques sont aux mains d'un clan, d'une minorité. On veut tout privatiser. Et on se moque de l'homme. On se moque du social. C'est l'homme qui développe un pays. Ce n'est pas des illuminés qui développent un pays. C'est l'homme. C'est chacun. Un journaliste, quand il fait bien son travail, il pose un acte de développement. Oui, un paysan, quand il fait bien son champ, pose un acte de développement. Une commerçante, etc. Donc c'est l'homme. C'est quand les libertés sont entravées, quand on empêche l'homme de produire, c'est en ce moment qu'on entrave le développement. Et là maintenant, on se moque de l'homme. La question du progrès, c'est une question, la question du progrès, de la démocratie et des libertés, c'est des questions liées. Et ce n'est jamais acquis définitivement. Donc, il ne faut pas penser que on a fait plusieurs expériences, on est tombé sur ça, donc c'est définitif. On est en train de retomber à des niveaux insoupçonnés qu'on devait
juré d'avoir quitté. Le peuple béninois doit s'organiser, se mobiliser.